Une femme assez âgée qui m'a dit je vous trouve super sympa, mais par contre 32 ans je peux pas. Mais en fait c'est un truc général qui fait qu'il faut toujours prouver 3 fois plus sa légitimité. Est-ce qu'il y a un truc que tu changerais en politique? Énormément de choses. Pourquoi tu veux être maire de Paris? Tous mes proches m'aident, mes amis m'aident, mon père m'aide. Ah ouais? Ouais, Peut-être dans ta bien sûr. campagne? Ouais, il est là à tous les événements. On a une angoisse, je pense, beaucoup d'entre nous. Et rien que pour ça, il faut absolument qu'on ait du pouvoir. Il m'a demandé quels étaient mes combats. Donc je lui ai dit, moi, un de mes grands combats, c'est le féminisme, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et là, il est devenu extrêmement agressif. Bienvenue dans Odyssée, l'émission qui s'intéresse à l'humain derrière la politique. Aujourd'hui, nous accueillons Marion Waller, candidate à la mairie de Paris. Nous reviendrons sur son parcours, sur les raisons de sa candidature ou encore sur les coulisses de sa campagne à la mairie de Paris. C'est tout de suite dans l'Odyssée de Marion Waller. Eh bien, bonjour Marion. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Tu es donc candidate à la primaire socialiste pour les élections municipales à Paris. Avant de revenir peut-être sur les coulisses de ta campagne et sur les raisons qui t'ont poussé à te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Donc je m'appelle Marion Waller, j'ai 32 ans. Moi j'ai grandi dans le Grand Paris, donc dans les Yvelines. Je vis à Paris depuis mes 17 ans. Okay. J'ai fait 2 campagnes électorales pour Anne Hidalgo, pour la mairie de Paris. Et pour cette campagne-là, j'ai décidé de me porter candidate pour être maire de Paris. T'as des frères et sœurs? J'ai un grand frère et une petite sœur. Qui font quoi? Mon grand frère est dans l'entrepreneuriat et ma petite sœur dans l'agroécologie. Et qu'est-ce que tes parents font dans la vie? Alors, mon père est ingénieur et ma mère est chercheuse en études germaniques. Ok. Voilà. Ok. Et vous parlez de politique à table ou pas? C'est un sujet habituel? Alors, toute ma famille vote socialiste. Donc, le socialisme, c'est un truc important chez nous. Pour autant, personne n'a jamais fait de politique. Ok. Et donc, oui, on en parle, entre autres choses. Et toi, t'étais comment, enfant? Calme, perturbé. Je dirais que j'ai toujours eu les 2 côtés en moi, c'est-à-dire à la fois bonne élève, sérieuse, et à la fois toujours révoltée. Ce sont 2 facettes qui cohabitent en moi. Et ça se caractérisait comment, ce côté révolté? Des choses qui m'énervent ou qui me révoltent et où j'ai besoin de le dire, de le dénoncer. Et voilà, je suis assez sensible, donc il y a beaucoup de choses qui me... Tu faisais des bêtises? Qui me dérangent. En colonie de vacances, essentiellement. C'est quoi ta plus grosse bêtise? Bon, c'est une petite bêtise, mais une fois, je me suis coupé les cheveux toute seule, sans prévenir mes parents. Et après, j'ai nié tout du long, alors qu'il me restait la moitié des cheveux. Donc, c'était évident que je me les étais coupés moi-même. Et j'ai dit non, pas du tout. Voilà. Et t'as fait quoi comme étude? Alors, j'ai fait une double formation à Sciences Po Paris, en urbanisme et aussi en philosophie à côté. T'étais déjà engagée à cette période? Oui, j'étais engagée. Alors déjà au lycée, j'étais allée au meeting de Ségolène Royal. Ok. Avec mon grand frère. Et donc voilà, j'étais déjà engagée dès le lycée. Et ensuite, quand je suis arrivée à Sciences Po, j'étais engagée et j'ai adhéré au Parti socialiste. Et dans des associations également? Dans des associations de débat. Ok. De débats étudiants. Non, débat d'idées. Ok. Voilà. Très bien. Tu voulais faire quoi plus tard? Alors d'abord, je voulais travailler dans l'humanitaire et après, je voulais être journaliste. Journaliste quoi? Journaliste, tout. Tout. Ok. Tu travaillais pendant tes études du coup? J'ai essayé un peu le journalisme à côté. Et en fait, j'ai très vite travaillé à l'hôtel de ville. Ok. Pendant mon master, parce que quand j'ai fait la campagne et tout ça, j'avais pas encore fini mes études. Et t'as fait quoi après tes études? J'étais tout de suite... Mon premier emploi, c'était à l'hôtel de ville, en fait. Ok. T'as travaillé du coup pour plusieurs élus, mais le tout premier d'entre eux, c'est Walden Bello, député des Philippines. Comment tu en viens à travailler pour lui? Ça, c'était un peu parce que j'étais révoltée. Donc, en fait, je savais que j'allais aller vivre aux Philippines 1 an. Et j'avais vu un film qui m'avait beaucoup marqué, qui s'appelait Solutions locales pour un désordre global, film de Colin Serrault, sur les problèmes de pollution des sols et d'alimentation. Et donc, j'avais fait des recherches là-dessus en me disant, est-ce qu'aux Philippines, il y a des personnes engagées sur ces sujets? Et donc là, j'étais tombée sur Google sur Walden Bello, qui était député, mais qui était aussi un grand intellectuel, qui est toujours un grand intellectuel, sociologue, et qui avait écrit des livres sur l'alimentation.
Et donc, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit, bonjour, je vais aller aux Philippines. Donc, est-ce que je peux travailler pour vous? Et il m'a dit oui. Et donc, j'ai travaillé avec lui pendant 6 mois. Et c'était ma première expérience politique. Et il n'y avait pas de barrière de la langue? Il parle très bien anglais. Donc, et toi aussi? Et on parlait en anglais. Ensuite, pendant quasiment 7 ans, du coup, tu vas travailler pour Jean-Louis Missica, adjoint à la maire de Paris. Tu vas être sa conseillère urbanisme et attractivité, avant de devenir directrice adjointe de cabinet. Tu retiens quoi de cette période? On a énormément fait de choses, c'était super parce que on a fait bouger les lignes dans l'urbanisme. Et donc ce que je retiens, c'est que on peut faire changer des choses quand on fait de la politique. Nous, on était dans ce milieu professionnel de l'immobilier, de l'urbanisme, et où en fait souvent on nous expliquait que c'était pas possible de faire autrement. On nous disait on peut construire que en béton, on peut pas faire autrement. On nous disait on peut pas réemployer les matériaux. Et donc nous, on a cherché par tous les moyens à faire changer les choses. Donc, on a organisé des grands concours, on a changé les règles à Paris et résultat, aujourd'hui, c'est presque la norme maintenant de construire des immeubles en bois, d'avoir des toits végétalisés, de réemployer les matériaux, alors que tout ça, on nous disait que c'était pas possible. Et du coup, en 2016, tu écris un premier livre, Artefacts naturels, nature, réparation, responsabilité. C'est un livre un peu niche quand même, Oui. sur les sujets de nature. C'était mon mémoire de master, c'est pour ça que c'est un peu niche. En fait. Du coup, sur les sujets de nature et d'environnement, c'est quoi l'idée que tu as essayé d'exprimer dans ce livre? En fait, c'est sur la restauration écologique, donc sur ce qui se passe quand la nature est abîmée et qu'on essaye de la réparer. Et moi, ce qui m'intéressait comme question, c'est à quel point est-ce que l'être humain peut recréer lui-même de la nature ou pas. Et je trouvais ça intéressant comme débat par rapport à l'écologie en général, parce qu'il y a plein de tendances dans l'écologie, et sur la question de à quel point on doit s'impliquer dans la nature, ou est-ce qu'on doit se dire que la nature, c'est quelque chose de différent de nous. En gros, c'est un peu ça les débats philosophiques que je trouvais intéressants. Et après, moi, j'aime bien cette idée de soigner et de réparer la nature abîmée. Quand j'ai écrit ce livre, les débats écologiques étaient moins présents. Mais voilà, ça pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait face à une terre abîmée, en fait? Il est encore actuel, ce livre? Ouais, totalement. Ok. Du coup, après les élections municipales de 2020, tu deviens conseillère au cabinet d'Anne Hidalgo, en charge notamment de l'architecture, du patrimoine encore, mais aussi les affaires funéraires. Tu faisais quoi exactement? Alors, c'était assez particulier. En fait, le funéraire, c'est tout un monde que beaucoup de gens ignorent. Et donc, c'est déjà gérer des lieux. Donc, c'est les cimetières. Il y en a dans Paris, il y en a en dehors de Paris, qui appartiennent aussi à la ville de Paris. Et puis, il y a des crématoriums, il y a des funérariums. Et donc, il y a, au quotidien, déjà, je travaillais avec l'administration sur la gestion de ces lieux. Il y a plein de questions. Par exemple, est-ce qu'on y autorise les footings, les pique-niques? Est-ce qu'on y autorise les touristes? Enfin, tout ça. C'est le cas ou pas? Et à quel point? Alors non, pas de footing. On peut pas faire de footing dans les cimetières. Par contre, les touristes, oui, il y en a plein. Mais en fait, c'est une question de cohabitation des usages. Par exemple, le Père-Lachaise, c'est un endroit où il y a beaucoup d'obsèques et il y a beaucoup de touristes. Et donc, voilà, on doit faire en sorte que ça cohabite. Et après, j'étais en lien beaucoup avec des familles endeuillées qui nous contactaient quand il y avait des problèmes particuliers. Donc, elles étaient amenées parfois à écrire des courriers à la maire de Paris pour dire, voilà, j'ai cette situation particulière. Donc, ça pouvait être soit des situations d'urgence parce qu'elles ne trouvaient pas de place dans les cimetières, ou parce qu'il y avait un cas particulier de décès à l'étranger, de décès d'enfants, beaucoup de choses, ou des situations comme la mort d'un criminel ou d'un terroriste qui demande une vigilance particulière. Et donc moi, en fait, je faisais le lien un peu sur tous ces sujets. Je travaillais aussi avec les cultes. Donc en fait, le funéraire, c'est une petite société à l'image du reste de la société, où se posent les mêmes questions et où on doit un respect aux morts comme on le doit aux vivants. On en reparlera juste après. En 2023, tu vas quitter la mairie de Paris pour devenir directrice générale du pavillon de l'Arsenal. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est le pavillon de l'Arsenal? Et ensuite, en quoi consiste exactement ton rôle de directrice générale? Alors, le pavillon de l'Arsenal, c'est le centre d'architecture et d'urbanisme de Paris. Donc, nous, notre rôle, c'est en fait de parler au plus grand public possible de l'urbanisme à Paris. Donc, montrer les bâtiments qui se construisent, montrer comment la ville évolue et quel peut être son avenir. Et pour ça, on fait des expositions, on publie des livres, on organise des événements et on choisit des sujets. Par exemple, on a fait une exposition sur Paris Animal. Quelle est l'histoire des animaux à Paris? Comment on peut réaménager aujourd'hui la ville pour eux? On a fait une exposition sur l'énergie. Voilà, on choisit des thèmes et on les traite avec des experts. Et donc, c'est passionnant.
Et donc moi, mon rôle, en fait, c'est de diriger cette structure, gérer son budget, gérer son équipe et choisir les thèmes qu'on va mettre en avant. Voilà. Ok, c'est toi qui choisis tout, du coup. Avec mon équipe. Avec ton équipe. Ouais. En octobre 2024, tu vas publier ton 2e livre, Redonner une place à nos morts pour la mémoire des défunts et le bien des vivants. Tu t'attaques à un sujet qui semble au premier abord pas très attirant. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur les morts? Donc c'est cette expérience à la mairie de Paris aux affaires funéraires qui m'a énormément marquée. En fait, j'avais accepté ce job un peu comme ça, et en fait de passer 2 ans et demi à m'occuper de ça, en fait, ça m'a bouleversée, et d'écrire là-dessus, c'était à la fois, je crois, quelque chose pour moi, parce que j'avais besoin aussi de sortir certaines choses, et parce que j'ai ressenti que ce sujet, il était extrêmement fort. En fait, que beaucoup de personnes souffraient du fait qu'on ne parle pas assez du sujet de la mort, du fait qu'on ne parle pas assez de la place des morts, de comment faire des rituels funéraires laïques. Et donc vraiment, j'ai ressenti cette souffrance profonde chez beaucoup de personnes qui fait que les deuils sont très difficiles aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas vraiment su remplacer la religion sur ce sujet-là, qu'on manque de lieux. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai senti qu'il y avait un besoin de débat. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai écrit, beaucoup de personnes me contactent parce que c'est un vrai sujet, par principe. Et tu proposes quoi dedans, exactement? Je propose des pistes pour améliorer la place qu'on donne aux morts. Donc, je parle de comment améliorer les cimetières, comment créer des nouveaux lieux pour les rituels laïques. Je pense que c'est des lieux qu'on n'a pas assez investis dans les dernières années. Par exemple, les crématoriums qui sont construits en France aujourd'hui, souvent, ils sont un peu communs, comme si c'était un bâtiment comme un autre, alors que pour moi, ce sont des bâtiments sacrés, les lieux où on rend hommage aux morts. Okay. Je pense que les cimetières, ça pourrait être des lieux beaucoup plus de nature. Et donc, je propose aussi un accompagnement plus fort des personnes en deuil, ce que j'appelle le service public du deuil, parce que c'est des moments où on peut être très, très seul, où on a besoin d'être aidé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est insuffisant. Et dernier sujet, c'est la marchandisation des obsèques. Moi, je pense que la mort, ça doit être avant tout un service public, l'accompagnement de la mort, plutôt qu'un bien marchandisé. Tu travailles actuellement sur un nouveau livre? Alors, je réfléchis à un nouveau livre. Ok, ça porterait sur quoi? Je peux pas le dire encore. Tu peux pas le dire? Non. Sur les mêmes thématiques? Non, ça sera sur un grand sujet de société aussi, parce que voilà, j'aime bien, c'est ce qui m'intéresse. Okay. J'aime bien les grands sujets qui croisent la politique et la vie intime, en gros. Ça pourrait être sur ta campagne? Non, c'est pas du tout. Pas du tout. Et donc, du coup, candidate à la mairie de Paris. Oui. Pourquoi tu veux être maire de Paris? Parce que c'est une ville qui me passionne. Déjà, moi, j'ai vu, en fait, ce que c'est une ville de gauche. Quand je suis arrivée à Paris à 17 ans, j'ai vu ce que ça apporte, en fait, une ville de gauche en tant que jeune femme. Plein de choses différentes. Le fait de pouvoir circuler à Vélib, le fait d'aller dans des manifs féministes, le fait d'avoir une mère femme de gauche. Toutes ces choses-là font que j'ai adoré, en fait, être dans cette ville, et qu'aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre cette histoire. Et que je me suis dit, vu que moi, c'est mon quotidien, en fait, depuis 10 ans, de travailler sur cette ville et son avenir, je me suis dit, je suis compétente, je suis légitime aussi pour présenter mes idées et présenter ma candidature. C'est la première candidature à une élection... c'est ta première candidature, pardon, à une élection. Qu'est-ce qui t'a poussé? J'y pensais depuis longtemps. En réalité, c'est vraiment une petite voix dans ma tête qui était là et qui ne partait pas. Donc, je me suis dit, il faut se faire confiance aussi par moments quand il y a des choses très insistantes en nous. Et j'ai eu un sentiment de nécessité d'y aller, de porter mes idées. En fait, je me suis dit, j'avais déjà fait 2 fois les campagnes. Et là, je me suis dit, j'ai pas seulement envie d'être derrière un homme, en l'occurrence. J'ai envie de porter mes propres idées et constituer ma propre équipe. Et comment tu vis ta campagne? Je la vis bien, j'ai aucun recul parce que je suis en plein dedans, donc je peux pas tirer vraiment des conclusions. Mais en tout cas, j'ai aucun regret. Pour moi, c'est libérateur aussi vraiment de pouvoir porter mes idées. Après, c'est difficile, évidemment, parce que je m'attaque à des appareils, à un appareil assez établi, à des clans en place. Donc, bien sûr, c'est très difficile de s'attaquer à tout ça. On n'est pas à égalité, on n'a pas accès aux mêmes informations, on n'a pas accès aux mêmes ressources. Ouais. Mais tu le ressens, ça? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais en revanche, je me dis, c'est une expérience énorme. Et puis, ce qui fait que j'y crois, c'est toutes les personnes géniales que je rencontre qui y croient avec moi, qui voient que j'ai développé beaucoup d'idées,
Et donc voilà, moi je crois qu'en politique, voilà, comme je le dis parfois, le Parti socialiste n'est pas une monarchie, donc on n'a pas besoin d'avoir déjà franchi telle étape pour avoir le droit de se présenter. En fait. Mais c'est dingue quand même parce que c'est pas très habituel de se présenter alors que en vrai, enfin t'as aucun mandat, t'as pas fait beaucoup de politique avant, t'étais engagé, mais enfin pour des gens, mais pas pour toi. Comment on peut se présenter Moi, je sais pas. Imaginons, je veux me présenter ou un téléspectateur veut se présenter. Comment il peut se présenter à une élection comme ça? Moi, j'encourage les gens à se présenter. L'autre jour, j'étais au débat des jeunes socialistes et je leur ai dit, mais allez-y, présentez-vous aussi dans les arrondissements, présentez-vous pour diriger une section. Parce qu'en fait, si les jeunes ne sont pas représentés au pouvoir, on ne s'en sortira pas. Donc en fait, on doit arrêter d'être complexé. Je dis pas que tout le monde doit se présenter à tout moment. Moi, j'y suis allée parce que sur ce sujet-là, j'estimais voilà que j'avais cette expérience, cette légitimité, que je connaissais plein de gens prêts à m'aider et tout. Mais en fait, c'est juste de se dire j'ai quelque chose à apporter et je suis prête à me battre pour quelque chose parce que c'est très difficile. Donc il faut que ça soit quelque chose de profond en soi pour y aller et pour se dire je vais mettre de l'énergie chaque jour pour ça. Et qu'en pensent tes proches de ta candidature? Alors ça fait longtemps que je leur en parle, donc de toute façon, Ok. au bout d'un moment, je crois qu'ils ont compris que j'allais le faire. Il y a eu de tout, hein. Quand on se lance dans des projets un peu fous comme ça, il y a de toutes les réactions. Il y en a qui ont peur pour nous, mais beaucoup enthousiastes. Et aujourd'hui, tous mes proches m'aident, mes amis m'aident, mon père m'aide. Ah ouais? Ouais, Il ouais, t'aide dans bien ta sûr. campagne? Ouais, il est là à tous les événements. Trop drôle. Il m'aide aussi à juste tenir ma vie, à ce qu'on aille courir encore, à ce que Ah, tu vas courir avec ton père? oui et Cool. ouais, c'est hyper important d'avoir des proches engagés à ses côtés. Il y a quelques semaines, tu as fait un communiqué sur les réseaux sociaux, dénonçant un comportement sexiste provenant d'un cadre du Parti socialiste parisien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans le cadre de ma candidature, moi, je vais rencontrer tous les secrétaires de section, donc qui dirigent une section d'arrondissement, pour voir avec eux les modalités de l'élection et tout. Et donc là, j'ai rencontré l'un d'eux et on était à table, on déjeunait. Et en fait, il m'a demandé quels étaient mes combats. Donc je lui ai dit, bah moi, un de mes grands combats, c'est le féminisme, c'est l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et là, il est devenu extrêmement agressif. Il a commencé à me dire que, en fait, il y avait aujourd'hui l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. D'accord. Alors que, en fait, moi, ce n'est pas une interprétation, c'est juste un fait. En fait, c'est des chiffres. Hein. Et donc là, il commençait à me pointer du doigt, à me crier Dans dessus. le restaurant? Au restaurant. Donc les gens autour regardaient bizarrement et tout. Et donc j'étais tellement hors de moi. Au début, j'ai essayé de continuer le débat, mais en fait, ça partait tellement en live que du coup, je suis partie. En gros, j'ai dit, bah, j'y vais. Je suis partie, j'étais choquée. Et donc là, bah, j'ai appelé des proches. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, en fait, je n'ai pas à vivre ça. Ce n'est pas à moi d'avoir la charge. Parce qu'en plus, j'étais censée retourner après dans sa section, donc le revoir avec d'autres gens. Et je me suis dit, non, en fait, je veux pas avoir moi à gérer cette situation. Et donc, je me suis dit, je vais d'abord la dénoncer en interne. Donc, j'ai fait un signalement. Et je me suis dit, en fait, je vais le rendre public parce que c'est à lui de porter la responsabilité de ça et pas à moi de le subir intérieurement, en fait. Est-ce que c'est un comportement qui est isolé? Ou est-ce que c'est un truc que tu rencontres assez souvent dans ta campagne? Alors, à ce niveau-là, c'est isolé. Heureusement, c'est une personne problématique. Après, être une jeune femme et faire de la politique, c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a des personnes bienveillantes, mais en fait, c'est un truc général qui fait qu'il faut toujours prouver 3 fois plus sa légitimité. Et en fait, ça demande de l'énergie. Donc, en fait, faire une campagne, c'est très difficile. On a peu de temps, peu d'énergie. Et du coup, toute l'énergie qu'on met à se justifier et à se légitimer, bah en fait, on la met pas dans autre chose. C'est ça qui est rageant. Et parfois, j'ai des commentaires. Une autre fois, en section, une femme assez âgée qui m'a dit je vous trouve super sympa, mais par contre, 32 ans, je peux pas. Donc voilà. Hein, Et tu fais comment pour répondre à ça? Bah c'est dur. Donc pas... je lui ai dit bah regardez, en Finlande, il y avait une première ministre de 34 ans, elle a très bien fait son travail. Mais en fait, il y a toujours des gens qui vont dire ouais c'est bien, mais donc il faut se battre quoi. Voilà, c'est juste de l'énergie qu'on prend et puis les médias qui emploient tout le temps le terme bébé aussi dans les articles. Donc ça, j'aurais dit arrêtez de dire bébé Hidalgo, ils mettent la bébé, machin. J'ai dit ça va quoi. Enfin, d'un moment, c'est assez réducteur quand même hein, comme terme.
Voilà, donc oui, c'est instructif. Et je me dis, tout ce que j'apprends là aussi, je le partagerai avec plaisir avec d'autres jeunes candidats ou jeunes candidates, parce que c'est pas simple, ouais. Dans Odyssée, on s'intéresse à la question de la santé mentale chez les politiques. En l'occurrence, aujourd'hui, t'as pas encore de mandat. Donc, je peux pas te demander comment tu vis ton mandat, mais toi, justement, qui arrives petit à petit en politique, comment tu vis ces débuts? Je les vis bien mentalement parce que ça fait longtemps que j'y pense et que donc ce projet, il a mûri en moi. C'est-à-dire que je pense que le temps est hyper important et je me dis si je faisais la même chose en m'étant décidée 3 semaines avant, franchement, je vois pas comment j'aurais tenu en fait. Ce qui fait tenir, c'est des convictions profondes. Ou sinon, si c'est plus le cas chez d'autres gens, je sais pas comment ils font. Très honnêtement, ou peut-être parce qu'ils ont que ça et que bref. Mais moi, ce qui me fait tenir, c'est vraiment que j'ai ces convictions profondes et que je me dis c'est quelque chose que je dois à moi-même maintenant et aux personnes qui ont cru en moi. Voilà. Mais après, c'est sûr que la politique, ça crée beaucoup de variations d'humeur, de moments d'énervement, beaucoup plus que dans la vie professionnelle classique, où il y a des choses qui vont nous énerver un peu et tout. Mais là, t'as plus de fatigue, t'as plus d'intensité, t'es aussi sur tes temps perso. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où il y a de l'épuisement émotionnel, clairement. Et pourtant, franchement, je suis quelqu'un de patient et de plutôt calme. Mais il y a des moments, t'es très énervé contre des personnes. Donc voilà, faut prendre du recul, faire un peu de sport. Ah bah, justement, Voilà. Est-ce que toi, tu fais du sport? Donc oui, bah là, j'en fais pas énormément, mais en gros, j'essaye de courir une fois par Avec semaine. ton papa, du coup. Avec mon père, notamment. Ouais. Et tu fais d'autres Voilà. sports? Et avant, je nageais, mais non, là, je fais juste ça. T'as des hobbies, sinon? Lire, j'aime bien lire, j'aime bien découvrir des lieux, mais là, du coup, je voyage moins aussi, forcément. Tu t'accordes moins de moments pour toi? Oui. Ouais. Bah, là, c'est particulier, parce que moi, j'ai mon emploi à plein temps. T'as ton emploi à plein temps? Ah oui, j'ai mon emploi à plein temps, plus la campagne. T'as une œuvre préférée? Un livre, un film? Une œuvre préférée. Ça peut être une musique. Je dirais, en général, pour moi, c'est très important de lire des textes de femmes, tout simplement, parce que Ok. ça me rappelle toujours que, je sais pas comment dire, que en tant que femme, il faut vraiment inventer sa vie, en fait. Les cadres existants, ils sont pas faits pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est très important toujours pour moi de lire de la littérature écrite par des femmes ou des œuvres faites par des femmes pour se rappeler que c'est la puissance de la création, de créer son propre monde qui permet, je crois, de s'en sortir dans ce monde qui a pas vraiment été inventé pour nous, quoi. T'as travaillé pour beaucoup d'élus pendant quasiment 10 ans. Est-ce que t'as l'impression que la politique leur apporte plus de joie que de tristesse? Alors, je crois encore en la politique, ayant travaillé 10 ans dans ce milieu, donc c'est plutôt bon signe. Ce que j'ai vu chez les 2 élus pour qui j'ai travaillé, ah oui, les 3, pardon, les 3. Ouais, c'était 3 personnes qui croyaient profondément en ce qu'elles faisaient et qui étaient mues par les idées et aussi, bah ouais, juste l'envie de faire changer les choses, quoi. Donc, je crois que c'est difficile, la politique, mais ce qui fait qu'on y croit encore, c'est quand on voit qu'il y a quand même un impact, qu'on a pu changer la vie de certaines personnes. Voilà. Et du coup, ça leur apporte plus de joie que de tristesse? Ouais, je pense quand même. Après, en fait, quand on est politisé, il y a presque un côté aussi... Enfin, si, c'est un choix, parce qu'il y a des moments dans sa vie, on peut décider de ne pas faire de politique, mais quand on est vraiment politisé, on peut jamais mettre ça totalement à l'extérieur de soi, en fait. Et ne rien faire est en soi une souffrance quand on est très politisé. Donc faire, c'est difficile, mais c'est aussi... ça enlève aussi la frustration de ne rien faire. Donc, mais c'est sûr que quand on fait de la politique, la vie est souvent plus intense parce qu'on est tout le temps en prise avec sa colère, sa joie, dans tout le temps, quoi. Est-ce qu'il y a un truc que tu changerais en politique? Énormément de choses. Fonctionnement interne des partis, fonctionnement de l'appareil qui est quand même difficile, qui ne met pas assez en avant les idées, qui ne met pas assez en avant les jeunes, pas assez en avant les femmes. Il y a tellement de choses qui doivent changer. Tellement. C'est dur. Et autre que les partis, il y a autre chose? Et autre que les partis, sûrement quelque chose autour de l'incarnation encore qui est trop individuel. Je pense qu'on est dans une époque où on a besoin de collectifs aussi, où il faut peut-être qu'on sorte des récits uniquement individualistes. Il y a sûrement des choses à trouver là aussi.
À la fin de nos émissions, on propose à nos invités d'aborder un sujet. Ça peut être celui de ton choix, idéalement pas trop polémique, pas trop politique, mais en vrai, le sujet que tu veux. Bah, parler de jeunesse en politique, alors ça me plaît parce que c'est mon expérience actuelle et j'étais cette semaine en débat avec les jeunes socialistes et j'essayais d'expliquer aussi pourquoi je me présentais et en fait ce que je trouve très important c'est que on est dans un tel moment de bascule aujourd'hui d'un point de vue climatique, d'un point de vue de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans plein d'endroits, de masculinistes, etc., que je pense que notre expérience à nous en tant que jeunes, elle est fondamentalement différente dans quel rapport on a à l'avenir, quel rapport on a au présent. On a une angoisse, je pense, enfin beaucoup d'entre nous, et rien que pour ça, il faut absolument qu'on ait du pouvoir, qu'on ait des responsabilités, parce que je pense que c'est tout ce monde qu'on ressent, il nous crée une urgence à agir, et c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être juste des faire-valoir, en fait. Je pense sincèrement qu'on doit avoir du pouvoir, en fait. Donc, Ok. c'est aussi ça le sens de ma démarche. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, de rester fidèle à mes idées, comme je le suis aujourd'hui. Merci Marion. Merci. Merci d'avoir regardé l'Odyssée de Marion Waller. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Merci également aux donateurs qui permettent de produire cette émission. Un lien est dans la description. À très vite pour une prochaine Odyssée.